de Comores Info. Ce soir, nous avons comme invité dans notre émission politique l'ancien ministre Houmed Msaïdié. On va s'entretenir avec lui pour en savoir plus sur son combat politique et surtout sur l'actualité politique comorienne. Donc, bonjour Monsieur Msaïdié. Bonjour, comment ça va? Ça va, hein, c'est le fameux Comores Info, un site très connu. Hein. Donc aujourd'hui, on vous a invité pour parler un peu de votre engagement politique actuel et surtout pour votre engagement dans la mouvance présidentielle de Azali Assoumani. Beaucoup de gens s'interrogent sur le fait que vous étiez adversaire lors des élections présidentielles précédentes et là, maintenant, vous êtes allié à ce gouvernement. Qu'est-ce qui vous a séduit qu'est-ce qui vous a poussé à aller vers Azali, à faire un pas vers Azali? Merci de me poser la question, mais vous savez très bien que quand on fait de la politique, de pouvoir comme de l'opposition, mais il y a des moments où les chemins peuvent se croiser ou même on peut se réunir encore. Il n'y a pas que moi, il y a beaucoup. Vous avez vu, nous, où effectivement on était en adversité pendant les élections. Et ça, c'est le commun de tout homme politique. Vous vivez ça quotidiennement ici. Mais bon, après, il y a eu cette idée d'assise nationale, donc de bilan du pouvoir pendant une quarantaine, des pouvoirs qui se sont succédés pendant une quarantaine d'années. Et comme on fait de la politique, il fallait participer à ces assises pour faire le bilan des 40 ans. Donc nous, on a participé. Ensuite, avant d'y participer, nous avons fait notre propre bilan. Nous avons analysé la situation des 40 dernières années d'indépendance. Nous nous sommes projetés dans l'avenir. Donc nous avions un document à présenter. Nous l'avons donné à ceux qui nous ont précédés pour la partie technique avant d'organiser les assises proprement dites. Et certaines de ces idées étaient retenues, ce qui nous a amené à aller participer effectivement à ces assises. Et nous, aujourd'hui, en tant que parti politique, ravis, nous sommes très heureux de constater que beaucoup de nos idées, à la fois sur les réformes politiques et sur les réformes socio-économiques, ont été prises en compte. Et il va de soi qu'on va les soutenir jusqu'au bout. Est-ce que vous étiez partisan de la réforme de cette nouvelle constitution? Vous avez défendu cette idée-là? Oui, on l'a défendue très fortement. Je ne vous cache pas que certains d'entre nous avaient pensé clairement et nettement qu'il fallait mettre fin à la tournante. Parce que pour beaucoup d'entre nous, c'était un remède. C'était pas la solution, mais c'est un remède. La solution pour tout État, c'est d'avoir des élections générales pour l'ensemble du pays, hein, etc. Mais ce n'était pas le cas, mais comme on était malade, il fallait passer par un chemin qui nous ramènera vers la guérison. Donc nous estimions que après 3 tours, hein, les tours des 3 îles, il n'y avait pas nécessité de continuer avec ce système qui quand même effectivement nous a guéri du séparatisme, mais a créé d'autres problèmes en creusant un peu le chauvinisme insulaire, Indeatu, Indeangu, Indehatu, hein, des choses comme ça. Et puis, cette question de redevabilité n'y était pas, parce que le président ne pouvait pas se représenter. Bon, la question aussi de la citoyenneté en tant que telle ne se posait pas. Bon, nous étions fortement très engagés dans la réforme de la Constitution, et le résultat qui est là nous engage, même s'il reste encore des zones à parfaire, mais peut-être nous sommes également convaincus qu'il ne fallait pas faire table rase de ce qui était décidé en 2001. Hein. Il fallait donc la tournante est restée, mais au lieu que ce soit un seul mandat pour chaque présidence, maintenant c'est 2 mandats par île, ce qui permettra de demander des comptes, hein, à l'élu. Et deuxièmement, c'est très important, ce n'est plus l'île, la primaire n'a plus de sens, c'est toutes les îles qui vont participer dans un premier et deuxième tour au choix du président du pays.
droit, la notion de citoyenneté est revenue, puisque même si elle tourne, mais si un citoyen comorien réside dans l'île où ça va tourner pendant 10 ans ou un peu plus de 10 ans, il peut être candidat. Donc on s'approche de la forme consensuelle d'État telle qu'elle est pratiquée un peu partout dans le monde. On quitte la zone d'exception pour être dans la modernité des États tels qu'ils fonctionnent dans le monde. Bon, ça prendra un peu de temps, mais en tout cas, cela veut dire qu'on guérit. Mais bien sûr, lorsqu'on guérit, il y a toujours des soubresauts. Ça, il n'y a rien à faire. Il y a toujours des soubresauts. Tout ne va pas comme on veut. C'est pas comme une rivière. Voilà. Concernant la citoyenneté, le fait que dans la nouvelle constitution, il y a des citoyens comoriens qui peuvent être considérés comme enjoinés, comme grands comoriens, comme moéliens. Est-ce que ça ne veut pas dire que la maladie, elle est toujours là, la maladie d'une citoyenneté à deux vitesses, où il y a plusieurs citoyens? D'un point de vue d'une origine territoriale, ce n'est pas un problème. Il y a bien des Parisiens, il y a des gens du Bouches-du-Rhône, il y a des Alsaciens. Dans la règle du droit. Mais sur le plan politique, ce n'est plus le cas, puisque je viens de le dire. D'ailleurs, vous, M. Antuffi, pour autant que je me souvienne, si vous étiez aux Comores, même si je sais que votre père et votre mère viennent d'Anjouan, mais je sais que vous avez vécu toute votre jeunesse à Moroni, vous disposez d'une maison à Moroni. Même, bon, je ne sais pas si vous avez 35 ans pour le moment. Vous en avez 35? Non, donc, pas encore. Alors là, vous aurez pu être candidat l'année prochaine. Peut-être dans la deuxième mandature, vous pouvez postuler, être candidat. Et ça c'est très important pour moi. C'est très important parce que là, effectivement, on quitte la sphère de la territorialité intrinsèque. Qu'il faut absolument être d'origine de cette île pour prétendre être président. L'origine territoriale est toujours là. Je dis c'est un progrès par rapport à ce que nous sommes convenus en 2001. C'est un progrès. C'est pas ce que beaucoup voulaient, y compris ceux qui contestent aujourd'hui, mais en tout cas, c'est un progrès. Et puis, bien sûr, si cela est très bien compris, que la territorialité n'empêche pas d'être candidat dans les îles, vous allez voir, on va avoir un florès de candidatures, parce que bon, il y a beaucoup de Comoriens d'origine anjouanaise qui vivent à Mouéli, qui vivent à la Grande Comore. Il y a des Comoriens d'origine de Mouéli qui vivent à la Grande Comore, qui vivent à Anjouan, etc. Et ainsi de suite. Donc là, on remet sur la scène politique la notion de citoyenneté. Et ça ne va, bon, bien sûr, pour les autres élections, ça ne pose aucun problème, mais une élection aussi capitale que l'élection du président de la République, à mon avis, là, après la maladie, effectivement, là, on va vers la guérison. Okay. Et concernant, parce qu'il y a eu beaucoup de protestations de la société civile sur cette réforme, est-ce que vous avez eu le temps, vous avez eu une pédagogie politique, vous qui êtes de la mouvance présidentielle, pour rassurer la société civile sur cette nouvelle constitution? Parce que selon l'opinion publique... L'idée même des assises nationales émane de la société civile. L'idée de faire le bilan de l'indépendance émane de la société civile. Et donc, quand on fait un bilan, on tire des conclusions. Et lorsqu'on tire des conclusions, on les transforme en projet. Et le projet, c'est la réforme de la Constitution. Donc, la société civile, au départ, elle était là à 100%. Elle a participé aux préparatifs pour l'organisation des assises. Mais après, il y a eu quelques fissures de la part des sociétés civiles. Mais, grosso modo, la société civile a accompagné le processus jusqu'à la fin des assises. Maintenant, certains, dont je ne sais pas si vraiment ils sont de la société civile ou ils sont politiques, contestent
contestent le référendum. Or, à mon avis, entre autres rôles d'une société civile, justement, c'est d'être gardien des valeurs démocratiques. Et la valeur démocratique, elle est d'abord, elle émane aussi des élections. Donc, bon, certains, maintenant, n'étaient pas d'accord, ils ne sont pas d'accord jusqu'à maintenant. Ils disent qu'ils sont de la société civile. Ok, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, la société civile, elle était là. Elle a été initiatrice des assises. Elle a été dans la préparation des assises. Et elle a été dans des assises. Maintenant, certains n'ont pas participé au référendum pour des raisons qui leur sont propres. Beaucoup reprochent au gouvernement Azali, à la mouvance présidentielle, de refuser le dialogue. Et la conséquence, c'est dernièrement, il y a eu des insurgés. On ne connaît pas leurs revendications, mais il y a eu des insurgés. Et on dit que c'est la conséquence du refus du dialogue du gouvernement parce qu'ils ont ignoré les revendications de l'opposition. Qu'est-ce que c'est un dialogue? Un dialogue, c'est de mettre ensemble des gens qui s'opposent sur le plan des idées. C'est ça le dialogue. Alors, les assises, c'est quoi? Les assises réunissaient des partis politiques des différents horizons. Les partis politiques légaux, conformément à la loi, et des partis politiques qui existent dans le pays, dans le paysage politique du pays. Plus la société civile dans ses différentes formes. Et c'est un dialogue ou pas? Mais à un moment donné, c'est l'opposition et une partie de la société civile qui s'est retirée. Mais la plupart des partis politiques, la plupart des organisations de la société civile ont participé au processus des assises jusqu'à la fin. Mais il y a certains qui ont quitté. Donc il y a certains qui ont fait le choix de ne pas dialoguer pour des raisons qu'ils ont exposées, mais qui ne peuvent pas s'expliquer. Parce que justement, quand on s'assoit, on discute, c'est là où émanent les bonnes idées, les bonnes résolutions, etc. Il y a une question qui revient souvent, c'est la légitimité des assises. Puisque le parti politique Joua n'a pas participé. C'est un des premiers partis du pays qui a amené Azali au pouvoir. Est-ce que vous trouvez que c'était des assises qui ont représenté toute la frange de la population? Bon, écoutez ce que j'ai dit. La préparation des assises a été l'objet de tous les partis politiques, y compris Joua était dedans. L'UPDC était là, Ravi, RDC, etc. Tout le monde était là. Après, il y a eu un problème au sein d'un parti politique, RDC, entre le président de ce parti, M. Mouni Baraka, et son secrétaire général, M. Djaye. Il y a eu une lutte pour la légitimité de ce parti. Certains partis, dont Joua, et une partie de l'UPDC, et d'autres partis qui n'étaient pas légaux, qui ne sont pas légaux pour le moment, mais des partis qui sont acceptés, se sont solidarisés avec M. Mouni Baraka. Et ils se sont retirés. C'est tout, rien d'autre. Je connais très bien le dossier, puisque je l'ai suivi du début jusqu'à la fin, et je continue à le suivre. Vous avez parlé de dialogue. Oui. Oui, mais ils se sont retirés. Vous vouliez qu'on... C'est-à-dire que les autres ne comptaient pas comptent pour des prunes. Les autres ne peuvent pas dialoguer parce que M. Djoua n'est pas là. Oh là 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 là. Il y a parfois le Djoua, évidemment, si on prend le soleil, Djoua comme soleil, je ne parle pas de connaissance, mais parfois il y a de l'ombre, parfois il y a de la pluie, parfois il y a du vent. C'est pas parce que Djoua n'est pas là qu'on ne va pas dialoguer. Ça, c'est son problème. Djoua a préféré se retirer à ce moment-là, à un moment particulier, parce qu'on faisait le bilan. Donc, tous les partis politiques se devaient d'être là. Ne pas y être, c'est une faute, à mon avis. Ne pas y être, c'est une faute. Et maintenant, on a beau rôle, oui, de pleurer, de pleurnicher, de dire, nous, on n'a pas été là, ce n'est pas inclusif. Mais c'est votre problème, vous n'avez pas voulu participer. Et là aussi, ces partis-là n'ont pas participé
a un des rôles constitutionnels des partis politiques, c'est-à-dire conscientiser la population. Même pour le référendum. Oui. Parce qu'ils n'ont pas participé aux assises, ils disent qu'on ne va pas au référendum. Ça ne s'arrête pas là. S'ils disaient tout simplement qu'on ne s'arrête pas, mais si vous allez au référendum, il va y avoir la gêne. Hein, la gêne pendant le référendum. Mais ils ne se sont même pas donné le rôle d'aller dans les villages, dans les villes, pour aller expliquer leur position. Ils menaçaient tout simplement le processus. Hein, ils parlaient dans les radios et les télés, c'est tout. Mais ils ne se sont pas déplacés pour aller s'expliquer. Après, ils disent, les gens ne sont pas allés voter. Où est votre problème s'ils ne sont pas allés? C'est qu'il fallait d'abord discuter en amont avant de faire les assises. Mais ils ne sont pas venus. Désolé, ils ne sont pas venus. Et aujourd'hui, oui, ils récoltent les fruits de ce refus de participer. Parce que le référendum a eu lieu. Oui. Le référendum a eu lieu et on va vers des élections présidentielles et des gouverneurs. Mais pour eux, ils se sont dit que même s'ils participaient, ils faisaient campagne, mais ça allait être Louis qui allait l'emporter dans tous les cas. Comme ils n'étaient pas d'accord dès le départ. Écoutez, eux disent qu'ils représentent 60% de la population. C'est ce qu'ils disent, pas moi. Oui. Hein? Des gens qui représentent 60% de la population peuvent déjà, au préalable, dire qu'ils ne vont pas, le oui aller l'emporter. Il y a une contradiction là. Oui, mais le dialogue a eu lieu. Il y a eu le dialogue intercomorien qui a été initié par un émissaire de l'Union africaine. Oui. Donc sur la table, tout le monde a quitté la table sauf la mouvance présidentielle. Est-ce qu'on peut parler de dialogue ou monologue? Mais encore une fois, ce sont mes amis. C'est encore une fois. Comment voulez-vous? On s'est mis d'accord. Moi j'ai participé, vous le savez. Oui. J'y suis. Jusque-là, jusqu'au moment où je vous parle, j'y suis. Un membre éminent de ce fameux dialogue. Mais vous représentez la mouvance présidentielle. Oui, mais j'y suis. Mais attendez, je vais vous expliquer. L'émissaire de l'Union africaine est venu pour faciliter l'organisation du dialogue. Et on s'est mis d'accord sur un ordre du jour clair. Et aucun point de l'ordre du jour n'a été remis en cause par la partie de la mouvance présidentielle. Aucun point. Je crois 4 points dont on s'était mis d'accord, on les a acceptés sans rechigner et on n'a rien changé. C'est après nos amis de l'opposition, quand ils vont dehors, enfin, non mais ce sont mes amis d'ailleurs. Attendez. Quand ils vont dehors, ils voient qu'il y a trop de saleté au marché. Ils reviennent, ils disent, il y a des saletés au marché, il faut qu'on discute de ça. Mais ce n'était pas dans l'ordre du jour. C'était pas dans l'ordre du jour. Aujourd'hui, en juin, il y a eu ceci. Aujourd'hui, il y a cela. Non. L'ordre du jour était arrêté. On s'était mis d'accord. Il fallait aller jusqu'au bout. Bon, il y a eu les contradictions qu'il y a eu. On s'est un peu étripé et il y a eu les événements qu'on connaît. Mais maintenant, je peux vous assurer que le dialogue va reprendre. Moi, avant de venir ici. Juste intervenir. Mais ça, lui, il était. Mais il y a une autre partie de la société civile qui n'est pas d'accord avec lui. Mais lui-même, de toute façon, le dialogue va reprendre. Tout le monde va être là. Dans très peu de temps. Des initiatives ont été prises ici et là pour que le dialogue reprenne. Mais cette fois-ci, sur des bases, réellement, il faut que les uns et les autres soient sérieux. Parce qu'on n'est pas là pour se pomponner, mais on est là pour l'intérêt national. Donc quand on a des choses à se dire, on s'assoit, on parle. Si on quitte, cela veut dire qu'on n'a rien à dire. Si Est-ce que pour vous, le parti Joie est responsable de ce qui s'est passé malheureusement pour ce parti, parce que bon, les partis participent à la vie démocratique d'un pays. Le parti Joie, c'est un des partis du pays, partis légaux, avec des élus ici et là, etc. Mais malheureusement, la série des événements qui ont eu lieu dans le pays, sauf pour les clous, je ne sais pas l'origine politique de ceux qui sont en détention par rapport aux affaires de clous,
mais ce qui suivent, c'est-à-dire les affaires de la tentative d'assassinat du vice-président, ainsi que les derniers événements à Moutsamoudou, la plupart ce sont des militants de Joua, y compris ceux qui ont fui vers Mayotte. Mais est-ce qu'il n'y a pas... Il y a deux agendas, l'agenda judiciaire et l'agenda politique. Ces deux agendas, comme par hasard, se suivent. C'est-à-dire, à chaque fois, la plupart des membres de l'opposition sont en prison. C'est là où il faut, bien sûr, s'expliquer. Au lieu que nos amis qui s'opposaient à toute idée de référendum, au lieu que nos amis qui s'opposaient à toute idée de réviser la Constitution aillent expliquer à la population, aillent mobiliser la population pour s'opposer au référendum, pour s'opposer à la réforme de la Constitution, certains malins ont cru pouvoir user d'autres manières pour arrêter le processus. Hélas pour eux, le processus ne s'est pas arrêté. Par contre, eux, ils sont arrêtés, ils sont en détention. Le processus continue. C'est ça. C'est vrai qu'au départ, c'est une raison politique. C'est une opposition par rapport à la réforme constitutionnelle. C'est une opposition par rapport au référendum. C'est vrai. Il n'y a rien à dire, c'est ça. Mais sur l'affaire de la citoyenneté. Mais sur le plan, en démocratie, on explique, on mobilise la population. Et sur l'affaire de la citoyenneté. On ne se cache pas dans des réunions secrètes pour organiser des tentatives de ceci ou de cela, pour déstabiliser le pays d'une manière générale. En 2009, moi je me suis opposé au référendum du président Sambi. Moi et beaucoup d'entre nous. Mais bon, concernant Sambi, comment ça se fait? Après, bon, on a dit qu'il a gagné, ben nous on a accepté, on a laissé faire. On ne s'est pas caché pour tenter d'organiser de tuer celui-là, à établir des listes pour faire ceci, aller voir des militaires pour cela, prendre des armes dans la médina de Moroni, bon, pas de Moutsamoudou, mais de Moroni à l'époque. Non, on ne l'a pas fait. Mais concernant Sambi et Sidi, c'est l'affaire de la citoyenneté. Alors, vous voulez que je vous dise quoi? C'est l'affaire de la citoyenneté, on va attendre. Comment ça se fait? Vous savez que moi j'ai été convoqué à la gendarmerie. L'affaire de la citoyenneté, comme par hasard, les a éliminés de sphère politique. Non. Ils ne peuvent plus participer à la politique. Non. Et ça correspond à l'agenda politique. Vous trompez. Ils sont hors jeu. Non, Joua participe à l'agenda politique. Mais leur leader ne participe pas à l'agenda politique. Oui, mais puisque vous-même vous évoquez un agenda judiciaire. Oui, moi je vois aussi, M. Sarkozy n'est pas tellement dans l'agenda politique ici, mais parce que justement, il a beaucoup d'ennuis judiciaires. Et il y a un autre qui s'appelle Lula, qui aurait pu gagner les élections. Qui aurait pu gagner les élections au Brésil il y a quelques jours. Mais il est en prison. Il y a une dame aussi qui a été présidente, qui a écopé de 24 ans de prison ferme. Bon, c'est des choses qui arrivent dans le monde d'aujourd'hui. On demande des comptes à tous ceux qui ont eu à occuper des fonctions importantes. Pouvez-vous être sûr que Barouane et tous ceux qui sont accusés... Je ne suis sûr de rien. Je ne suis pas inspecteur de police, je ne suis pas juge d'instruction, je ne suis pas président d'un tribunal, non. Il y a des enquêtes qui sont menées, et moi en tant que politique, tout ce que je veux, c'est que les enquêtes finissent au plus vite, et que s'il y a des procès à organiser, qu'ils s'organisent vite, qu'on en sort. Moi, c'est mon souhait le plus cher. Mais moi, je ne suis pas juge, je ne suis pas inspecteur de police. Mais est-ce que l'opposition, lors de vos discussions, ils n'ont pas proposé dans l'ordre du jour de faire libérer certains... Si, moi, je ne dis pas qu'ils ont... Si, ils ont demandé à ce qu'ils soient libérés. Le seul problème, c'est quoi? C'est que ceux qui sont en détention, il semblerait qu'il y ait des éléments qui les incriminent. Bon, s'il y a des éléments qui les incriminent, nous autres, ce que nous demandons, c'est que la justice aille vite pour que ceux qui n'ont rien à se reprocher soient libérés. Et s'il y a des peines, bon, il peut y avoir des peines peut-être, et puis après, ce sera, bon,
peut-être on pourra voir ce qu'il y a lieu de faire. Mais le piège à éviter, c'est de se dire que non, comme Azali est le président, donc c'est lui qui décide de tout auprès des magistrats. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Non. Les magistrats, ils ont leur propre statut, ils ont aussi des lois qu'on appelle le code pénal, hein, qui explique comment ça fonctionne. Et s'il y a des faits, la justice doit se prononcer. C'est après, quand la justice sera prononcée, que peut-être des choses peuvent être vues. Donc, ce qui est urgent maintenant, c'est de presser tous ceux qui ont les dossiers, qui traitent des dossiers, d'aller plus vite pour que les jugements, s'il y a lieu, soient organisés le plus rapidement possible. Mais il ne faut pas mélanger tout. Est-ce qu'il y a eu tentative d'assassinat de M. Moustadran? Les éléments présentés par le procureur de la République, et moi-même des éléments que j'ai vus, en jouant personnellement, prouvent qu'il y a eu cette tentative. Est-ce que ceux qui sont en détention sont coupables? Ça, moi, je n'en sais rien. Bon, il y a eu une tentative d'insurrection armée en jouant plus particulièrement dans la Médina de Moutsamoudou. Il y a eu. Et il se trouve que, malheureusement, pendant toute cette période, le gouverneur n'était pas visible, nulle part. Même ses gardes-corps ont confirmé qu'il n'était pas visible. Et quand il sort encore de la Médina. Est-ce qu'il est coupable ou pas coupable? Ce n'est pas à moi de le dire. Mais la justice a sa façon de fonctionner, puisqu'il n'était pas visible. Il avait des gardes-corps, il n'était pas avec lui. D'ailleurs, certains sont à Mayotte maintenant. Il n'était pas avec lui. Il a été cueilli par des militaires dans la Médina. Mais il est en détention. Mais moi, ce que j'ai dit, il faut très rapidement que les choses aillent vite, parce que effectivement, le pays ne peut pas porter sur son dos tous ces malheurs qui sont arrivés à des gens qui, au lieu de continuer à croire à la vertu de la démocratie, c'est-à-dire du dialogue, de la discussion, d'explication, ont cru pouvoir se cacher quelque part et déstabiliser l'État. Ben non, ça va pas marcher. Ce qui est sûr, c'est que prochainement, il y aura des élections présidentielles. Et lors de ces élections présidentielles, Azali n'aura pas en face de lui les opposants, les plus grands opposants. Il y a Salami qui est en détention, il y a Sambi qui est en détention, il y a Sidi, il y a Barouane. Donc, il va aller dans ces élections. Ce sont les premiers opposants. C'est les leaders de l'opposition. Attendez. Donc c'est le constat que les gens font. Allons-y, on va revenir sur ça. Le boulevard est grand ouvert pour la mouvance présidentielle. Il n'y a pas d'opposition, en tout cas dans les faits. Dans les faits, les leaders de l'opposition sont tous... Est-ce que vous avez bien lu la réforme constitutionnelle? Vous savez qu'aujourd'hui, le président de la République, pour être élu, il doit être élu par les 3 îles et non pas une île. Est-ce que vous savez que M. Mohamed Ali Swali, qui était en tête dans la primaire de la Grande Comore, il est libre? Vous savez qu'il est libre? Vous savez? Est-ce que vous savez que M. Mouni Baraka, il est là? Est-ce que vous savez que M. Fahmi Sed Ibrahim, il est là? Etc. Il y a tous ces gens-là qui peuvent être candidats lors des prochaines élections. Vous savez très bien que M. Salami n'est pas condamné. Donc, rien ne l'empêche, dans le cas d'espèce, d'être candidat pour le gouvernorat s'il le veut. En 2019, il peut l'être. Il peut être candidat, puisqu'il n'est pas condamné. Donc, il ne faut pas faire des approximations. Il y a un texte qui définit qui peut être candidat et dans quelles conditions. Il y en a pas mal qui peuvent être candidats. Et qui sont... la question viendra après. C'est très important pour vous, pour moi, non? Parce que les internautes se posent la question.
vous soutenez Azali, est-ce que vous serez candidat? On verra. La question, bon, il m'appartient. Bon, bien sûr que c'est une élection uninominale. C'est une question uninominale. Vous l'avez fait, il reste que... c'est une question, effectivement, c'est une élection uninominale. Effectivement, c'est l'individu qui doit se prononcer. Mais l'individu, il est dans un environnement. Moi, par exemple, je suis dans un environnement qui s'appelle un parti politique, qui s'appelle RADI. Je suis dans un environnement plus large qui s'appelle la mouvance présidentielle. Donc, je vous répondrai plus tard. Les internautes aussi posent pas mal de questions concernant ce qui s'est passé au niveau des arrestations. Est-ce que vous ne jugez pas qu'il y a un acharnement sur... Et oui, il y a eu un acharnement contre... certains hommes politiques. Effectivement, il y a eu un acharnement contre l'État. Ah oui. Pour vous, il y a eu... Ah oui, un acharnement contre l'État. Moi, j'étais à Mouéli. Le jour où on a mis les clous, je devais voyager avec le président. Vous vous imaginez? Si effectivement les clous n'étaient pas ramassés et c'était entré dans les roues, hein, donc l'avion allait exploser à Haya et moi j'y serais dedans, peut-être je ne serais pas là avec vous. Oui, là, ça c'est un acharnement contre l'État. Le véhicule de Moustadran est là pour prouver qu'il y a eu un acharnement contre l'État. Mais pourquoi on n'a pas vu les images du véhicule? Parce que mais vous... On se dit qu'il y a eu quand même une histoire de complot. Oui. On ne voit jamais les images. Mais vous... Le gouvernement... bon, pas vous, parce que vous êtes loin, je vous aime bien. Mais je veux dire, vos confrères qui sont aux Comores, qui aiment ce métier comme vous, qui sont là en train... Ils auraient dû aller chercher ces éléments-là. Mais pourquoi ORTC n'a pas diffusé les images? Mais là, alors, il faut demander à ORTC, pas à moi. Moi, j'ai vu le véhicule. Et peut-être, j'ai entendu ce qu'a dit le procureur, peut-être j'ai entendu d'autres informations qui confirment qu'effectivement, il y a eu complot, puisque ceux qui étaient chargés de l'exécuter, ils ont parlé. Et ils ont porté des accusations contre des personnes. Parce que si on regarde bien, dans l'histoire du gouverneur aussi, on parle aussi d'un complot, puisque le ministre national a donné des informations comme quoi le gouverneur était... Vous voulez que je vous dise, moi, le samedi avant, donc le lundi où il y a eu ces événements, j'ai eu un SMS, un message émanant d'ici, Paris, m'expliquant tout ce qui devrait arriver à Moutsamoudou le dimanche soir et lundi matin. Bon, j'ai envoyé l'information, bien sûr, puisque moi je crois, en tout cas je milite pour être un bon citoyen, j'ai envoyé l'information aux forces de sécurité, qui apparemment ont tourné jusqu'à 2h du matin, et puis après, comme ils ne voyaient rien venir, ils sont repartis aller dormir. Des informations sur comment... Et d'ailleurs, il y a un d'entre vous d'ici. Qui a diffusé dès le matin. Oui, dès le matin, 2-3 heures du matin. Les informations. Oui. Mon ami Ortega. Voilà. Est-ce que vous pensez que lui, il était au courant de ce qui a Bon, vous allez lui demander, vous ne me demandez pas, moi je n'ai pas mené une enquête. Mais moi j'ai vu. Il y allait y avoir une île morte, une opération île morte le lundi. Et que le gouverneur, lui aussi, a participé et a appelé à cette opération. Il a appelé où? Le gouverneur. Il a appelé où? Oui, il a déclaré, mais il a appelé où? Il n'a jamais appelé. Donc c'est plutôt un complot là. Parce que s'il a appelé, cela veut dire que c'est connu, donc l'État prend des dispositions par exemple. Mais s'il s'est tué pour que ça se déroule, c'est ça ce qu'on appelle un complot. Il s'est caché parce qu'on ne l'a jamais... On a su qu'il a appelé après les événements. C'est après les événements qu'on a su qu'il a appelé. Mais avant non. Moi, quand on a reçu les informations, même certains disaient non, c'est pas vrai, c'est pas possible, il n'y aura rien. Mais heureusement que l'armée a tourné jusqu'à 2h du matin. Peut-être c'est ça qui a... Est-ce que le gouvernement s'est caché dans la médina de Moutsamoudou? C'était là-bas qu'on l'a accueilli, à sa demande, en passant par l'intermédiaire de l'ambassade de France. Donc il avait demandé l'asile à Mayotte ou c'est juste... Il voulait bien sûr aller à Mayotte comme tous les autres. Il voulait bien sûr aller à Mayotte comme tous les autres. Comme ça, vous croyez que la France allait accepter à ce que des gens insurgés avec des armes, surtout à ce niveau-là, aillent à Mayotte pour qu'elle soit immédiatement accusée par la partie comorienne comme étant comme... C'est généralement l'habitude comme étant faisant partie du complot.
Non. Donc là, non, il a demandé, mais il a reçu un refus. Et donc, bon, il était obligé de se rendre. Le ministre de l'Éducation, il était au front, il était en jouant lors des problèmes des insurgés et il a affirmé que on a vu Salami avec les insurgés. Est-ce que cela ne dévalorise pas la parole publique, la parole des responsables publics d'accuser sans attendre que la justice intervienne? De le dire comme ça? Mais s'il y a un accident là, par exemple, s'il y a un accident sur la route, vous êtes là, je suis là, on va dire qu'il y a eu un accident, et qu'on reconnaît qui était le conducteur. Ça n'empêche pas la justice de faire son travail. Si les gens ont vu, vous ne voulez pas qu'ils disent. Et qu'est-ce qu'on appelle un témoin dans ce cas-là? Mais c'est un témoignage. C'est seulement un témoignage. C'est une autorité publique, normalement, il devrait respecter la présomption d'innocence. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne respecte pas, puisque ce n'est pas lui qui va se prononcer in fine. C'est lui qui va se prononcer in fine, c'est un juge. Donc il peut prendre en considération ce que le ministre de l'Éducation a dit, ou ne pas prendre en considération ce qu'il a dit. Mais effectivement, nous, en tant que... Bon, pas moi je ne suis pas autorité publique, mais moi je le suis un peu puisque je suis secrétaire général d'un parti politique. Effectivement, nous devrons faire très attention dans certains de nos propos, surtout quand cela concerne la justice. Mais être témoin d'un fait, ou si on vous rapporte un fait qui est réel, et le dire, ce n'est pas une faute en soi. Mais comment il peut dire que le fait est réel? C'est là le procès, c'est là le souci. Parce qu'on lui a rapporté un fait. C'est à la justice de prouver que le fait est réel ou pas. Écoutez, le gouverneur, il a à son service ce qu'on appelle des gardes du groupement de sécurité pour haute personnalité, GCHP. Ils n'ont pas vu le gouverneur pendant quelques jours, en tout cas. Jusqu'à là, ils ne le voyaient pas. Donc pendant la semaine de non. Le gouverneur n'était pas... Non. Il est parti tout seul. Et eux-mêmes, ils étaient chez lui. Et eux-mêmes, ils ont informé que voilà, on ne voit pas le gouverneur. Et on leur a demandé de se rendre à Domoni pour qu'on aille les récupérer là-bas. Mais eux, effectivement, ils sont allés à Domoni. Mais au lieu de rentrer à Moutsamoudou, ils ont pris un kwassa et parti à Mayotte, où ils se sont présentés comme étant des réfugiés en demandant l'asile, puisqu'ils étaient le garde-corps du gouverneur. Mais eux, ils ont laissé leurs armes à Domoni. Ils ont bien indiqué à leur hiérarchie où trouver les armes qu'ils avaient pour protéger le gouverneur. Donc ils n'étaient pas avec eux. Donc là, quelque part, ça coulait de source que le monsieur était dedans. C'est une présomption. Ce n'est pas une présomption d'innocence. Mais il y a deux notions. La présomption d'innocence, mais il y a aussi une présomption de culpabilité. Ça existe. C'est la justice de décider. Oui, mais ça, justement, c'est la justice qui va décider in fine. Mais beaucoup disent qu'on avait trouvé des armes. Mais comment ça se fait qu'une ville qui a été encerclée par les militaires, la Médina, que les insurgés puissent partir, quitter la Médina sans qu'on puisse rattraper les insurgés, alors que... Moi, je vous dis, vous êtes très jeune. Quand je vous regarde avec vos belles lunettes, là, je sens un intellectuel. Lisez les faits de guerre, les faits de guérilla, les insurrections, etc. Je veux dire, une ville encerclée par des militaires. Ils étaient au nombre de... La conviction est faite que la plupart des armes n'ont pas quitté encore la Médina. Non, mais les hommes armés ont quitté la Médina. Comment ils ont fait pour... Mais c'est justement... Vous savez ce qu'on appelle une Médina? Oui, c'est comme toutes les Médinas de Moroni, de Fès. Voilà. On peut tout à fait encercler. Oui, mais si on encercle, est-ce que cela voudrait dire qu'on peut tout encercler? Est-ce que cela voudrait dire qu'il n'y a pas de... Il y a des échanges de tirs. Mais il ne savait pas qui c'était. Il ne savait pas qui c'était. En quittant, il pouvait quitter normalement comme certains. Il ne savait pas qui c'était. Parce que tout le monde se pose la question quand même, avec 400 militaires environ. Et 400 militaires, c'est quoi par rapport à la Médina? Vous connaissez la Médina, vous? Non. Vous connaissez, vous? Oui. C'est quoi 400 militaires
Ah, et puis, mais quand on est 400 militaires, c'est vrai, on a encerclé, mais on n'a pas toute l'attention sur... Ah, et à un moment donné, il fallait laisser les gens... Non, il n'y a pas eu échec. Juste une petite précision, la Médina de Moussamoudé, elle est plus grande que la Médina de Moroni, elle est plus grande. Et puis, il y a des passages secrets, etc., d'après tout ce qu'on nous a dit. Mais il n'y a pas eu échec. Quand même, il faut rendre hommage à l'armée qui a su résister et qui n'a pas donné l'assaut. Parce que c'est ça ce qui était recherché. Ce que l'armée donne l'assaut, d'ailleurs on aurait tué certainement un certain nombre d'entre eux, mais aussi les dégâts auraient été considérables. Sur le plan humain et sur le plan... Au niveau des morts, il n'y a eu que 2 morts. Le gouverneur de Gazidja, lui, parle de 13 morts. Le média, vraiment, la première de la Réunion et RFI parle de 12 morts. Et où sont les tombes? Est-ce qu'ils ont participé aux funérailles? C'est le gouverneur quand même qui a dit qu'il y a eu 13 morts. Et oui, vraiment, il faut aller lui demander d'aller montrer où sont les tombes de ces 12 morts. Il n'y a pas eu 12 morts, il y a eu 2 seulement. 2 seulement. Il n'y a pas eu 12 morts. Il n'y a pas eu des militaires qui ont fait... Un seul et un seul blessé un peu au niveau de la cuisse. Hein? C'est tout. Mais il n'y a pas eu 12 morts. Il y a eu 2. Il y a eu aussi... Est-ce qu'on peut avoir 12 morts et ne pas avoir des funérailles? On peut avoir 12 morts et ne pas avoir des tombes. Ces 12 morts n'ont pas de famille? Hein? On ne sait pas, mais il y a des médias étrangers qui ont confirmé. Malheureusement, ces médias étrangers doivent maintenant faire très attention dans le traitement de l'information au Comores, parce qu'effectivement, certains disent n'importe quoi. Et au niveau des militaires, puisqu'il y a l'ancien directeur de la radio d'Anjouan qui dit qu'il y a eu des défections des militaires qui... Mais non, il n'y a eu aucune défection. Sauf pour les gardes-corps du gouverneur qui sont partis à... Oui. Non, il n'y a pas eu de défection, c'est faux. C'est absolument faux. Absolument faux. Est-ce que le gouverneur est toujours gouverneur? Bon, oui, il est. En théorie, il l'est. Je peux le dire qu'en théorie, il l'est. Mais maintenant, il est en mandat dépôt. Il est en mandat dépôt. En tout cas, il faut continuer à être vigilant. Il faut continuer à être vigilant. Mais la vie a repris son cours. Hein, et tout est mis en œuvre pour retrouver justement ces armes. Hein, puisque, bon, on connaît l'origine des armes. Hein, parce que maintenant, il faut les retrouver pour qu'effectivement la quiétude s'installe d'une manière générale dans l'île. Et on connaît à peu près le nombre de ces armes apparemment, hein, puisque c'est des armes qui sont là-bas depuis, oui, de 2009, 2008 par là. Donc la vie a repris son cours. Bon, le président, moi je l'ai accompagné lors de son premier déplacement. De son premier déplacement. Moi je vous dis, très franchement, moi j'avais peur, je ne le cache pas. Hein, mais bon, j'ai vu qu'effectivement la vie a repris son cours et j'espère que les choses vont continuer dans le bon sens. Au niveau des armes, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a une espèce d'amateurisme de toucher les armes, puisque les gens ne savent pas d'où viennent ces armes? On a vu des armes exposées et le militaire a expliqué fiancé. Ah, vous, voilà. Mes amis, vous voyez beaucoup de séries américaines là. Non, on n'est pas encore arrivé à... 18, oui. Il faut identifier les armes. Bon, oui. On est en train de mettre en place la section. Il y a non. De l'armée, des enquêteurs. Mais on n'a jamais dit qu'on a tous les moyens de la police française ou américaine ou sud-africaine, ou même de Kenya. On a commencé à avoir les moyens. Tangible des personnes qui étaient là. Avec ça, on ne peut pas identifier... Non. Maintenant, les preuves tangibles, c'est quoi? Ces gens-là, ils se sont filmés. Oui, ils ont pris des photos, ils se sont filmés, etc. Mais rien ne prouve qu'eux, ils étaient dans le... Rien ne prouve. Pourquoi ils ont fui? Parce que... Pourquoi ils ont fui? Pourquoi ils ont fui? Ils avaient des armes, ils ont fui, mon ami. Pourquoi ils ont fui? Mais rien ne dit que ces photos-là, c'était... Mais pourquoi ils ont fui? On se demande... Pourquoi ils ont fui? Certains de ceux qui avaient ces armes sont en Mayotte.
Ils sont à Mayotte, clairement identifiés. Et comment vous allez faire? Est-ce que vous allez pouvoir les ramener aux Comores, les juger, ou s'ils rendent les armes, c'est fini, ils vont être... C'est l'engagement qui a été pris. C'est qu'en rendant les armes, on leur accorde de l'impunité. C'est l'engagement qui a été pris par l'État. Je ne sais pas si ça a changé, mais c'est l'engagement qui a été pris. Oui. Ok, donc là on va arriver à la fin de notre entretien. Donc, mais les gens ont constaté durant tout l'entretien qu'on a parlé que de conflits politiques, même de violence, d'armes. Ça veut dire que durant tout le mandat durant les 2 ans de Azali, on peut carrément dire qu'il y a eu instabilité. Mais non. Est-ce, comme Amadou dit, que Azali c'est la cause de l'instabilité au Comores? Est-ce quand on constate durant toutes nos discussions, est-ce que c'est pas ça? Est-ce que ça nous prouve? Les assises de février jusqu'au référendum, c'est après le référendum. Avant le référendum, bien sûr, il y a eu quelques manifestations. Quelques manifestations, les gens allaient se mettre devant les mosquées de vendredi pour dire qu'ils manifestaient, alors que vraiment, c'était du théâtre, très franchement. Ensuite, vous voyez ce qui s'est passé là, mais c'est justement, oui, mais c'est en l'espace effectivement de 6 mois, ces choses-là sont passées. Mais cela ne veut pas dire que tout le mandat d'Azali, c'est simplement ça. C'est aussi l'électricité, mon cher ami. C'est aussi un cap. Parlons un peu de Moi, je suis mal placé, mais j'ai dit, mais il y a l'électricité qui est là quand même. Mais il y a les routes qui... il y a en 2030. Je crois que, d'abord, ce qu'il faut noter, c'est que ça fait longtemps que le pays ne disposait pas d'un cap. Là, il y a un cap. On dit, d'ici 2030, il faut que le Comore soit un pays émergent. Donc maintenant, il faut se donner les moyens. Et entre autres, c'est ce qui explique la réforme de la Constitution, pour justement se débarrasser de certaines fonctions futiles, voire conflictuelles, telles qu'on a des gouverneurs élus et ensuite on a des vice-présidents. Qui étaient là, moi voilà, je suis vice-président, je suis élu en même temps que le président, je n'ai pas le même traitement, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Donc, entre autres. Mais maintenant, il y a un cap. L'émergence du pays d'ici 2030. Avec Azali ou avec un autre. Avec un autre. Mais c'est Azali qui a lancé l'émergence pour 2030. Donc, il y a une série d'actions qui vont dans le bon sens, à la fois sur le plan de l'énergie, sur le plan des infrastructures, même sur le plan des constructions d'un certain nombre de bâtiments utiles, l'hôpital, El Marouf, etc., etc. On est, et il faut le dire aussi, qu'au niveau même de la douane, sur l'ensemble du territoire, la douane a changé. Elle fait rentrer beaucoup d'argent, etc. En augmentant les droits de douane parce que la diaspora est très remontée par rapport aux droits de douane. Vous croyez qu'un pays se construit comment? C'est par la cotisation des uns et des autres, donc l'impôt, direct ou indirect. C'est comme ça. C'est ainsi. Je ne dis pas que les gens ne souffrent pas, je ne le dis pas. Je ne le dis pas, je dis que, bon, bien sûr, nous tous, on aurait aimé ne rien payer à la douane. On aurait aimé. Mais l'impôt, c'est l'impôt qui construit. Et partout. Quel message le gouvernement va-t-il envoyer à la diaspora? Moi, je ne suis pas le gouvernement, mon cher. Non, pour vous qui êtes de la mouvance présidentielle. Donc, parce que moi, j'avais des messages quand j'étais ministre. Quand j'étais ministre de l'Intérieur, j'avais un message, j'ai enlevé le fameux visa de sortie. J'avais préconisé à ce que la diaspora puisse voter. Mais cela a été pris en compte puisque maintenant la diaspora va avoir des représentants à l'Assemblée. Et bien sûr, il faut maintenant faire en sorte... Bon, il y a beaucoup de cadres. Parce que c'est ça, entre autres, ce qui permettra aux Comores d'aller vers l'émergence d'ici 2030, c'est si effectivement les gouvernants
s'appuie aussi sur tous les cadres comoriens, les cadres de la diaspora, qui ont acquis d'autres habitudes qui, si on les utilise à bon escient, vont aider le pays à aller très vite vers l'émergence. Parce qu'ici, on a acquis beaucoup d'expérience, on a beaucoup de formations. Moi, j'en connais beaucoup qui, à mon avis, il va falloir que... Bon, moi, j'aurais invité le président Azali à réfléchir à une politique spécifique pour utiliser les cadres de la diaspora dans son projet d'émergence pour 2030. En effet, pour 2030, c'est des perspectives d'avenir, c'est un rêve qui veut être et se manifester dans le concret. Et quand on parle de rêve, on parle de perspectives, dans les réseaux sociaux, partout, on parle... En quoi cette idée ou cette rumeur ou cette vérité entre dans le projet de l'émergence? Bon, je ne sais pas si le président Azali a intégré cela dans sa volonté de voir le pays émerger en 2030. Mais n'empêche qu'effectivement, il y a des compagnies qui sont aux Comores, qui sont en train d'explorer nos eaux et qui nous disent qu'il y a beaucoup, dans des forums internationaux, qui nous disent qu'il y a beaucoup de gaz, plus de gaz que le Qatar, d'après ce qu'on nous dit, beaucoup de pétrole. Bon, je ne sais pas, le président Azali, comme un ancien militaire, il voit ça comment? Parce que bon, lui, en tant qu'ancien militaire, je crois qu'il y a un pendant sécuritaire qui est très important dans sa tête, mais je suis sûr qu'il doit se dire que c'est une bonne chose pour le pays si c'est bien géré. Et justement, c'est pourquoi, à mon avis, il faut éviter au pays des remous inutiles pour affronter l'essentiel qui est le développement socio-économique du pays. On a un cadre clair qui est là depuis 2002, les élections, pour accéder au pouvoir. On n'a qu'à le respecter et que chacun, s'il a des idées, à les défendre, mais ne plus continuer à s'opposer à l'autre par la violence. Parce qu'on quand on n'est pas d'accord, il faut dire qu'on n'est pas d'accord et faire partager ses idées à la population et non pas se cacher pour organiser des complots contre l'autorité de l'État, d'autant plus que ça réussit généralement pas. Donc on perd son temps et on finit même par perdre sa liberté. Donc là, maintenant, on a un cap et on a des perspectives. Le pétrole, le gaz, l'économie bleue, le tourisme, le secteur financier, qui est très dynamique maintenant. Donc il y a quand même des éléments qui nous permettent d'espérer qu'effectivement on peut d'ici 2030 voir les Comores autrement que par les informations non formelles des réseaux sociaux qui, à longueur de journée, déversent des informations non vérifiées, pour être gentil. Vous êtes à Paris, on ne peut pas être à Paris, on ne peut pas parler des relations entre la France et les Comores. Actuellement, où est-ce qu'on en est au niveau des... Là, par contre, il y a un dialogue. Il y a un dialogue entre les deux gouvernements pour essayer de trouver des solutions qui vont dans le sens d'un apaisement et de rétablissement des relations normales entre les deux pays. Le dialogue se poursuit. Je crois que, bientôt, j'espère, il y aura des solutions qui permettront la reprise des relations normales entre nos deux pays. Le président sera à Paris le 11 novembre. J'en sais rien. Je ne suis pas... J'en sais rien. Il est, à ce qui paraît, l'invité de... Oui, il est invité. Oui, il est invité. Oui, il est invité. Il est invité. Donc, comme il est invité, c'est possible qu'il soit là. Mais vous-même, vous avez parlé de cette crise entre les deux pays. Donc, certainement, c'est des questions qui... C'est un aspect qui... certainement. Il ne veut pas faire escale à Paris pour protester un peu contre la politique... Il ne fuit pas.
Non. Puisqu'il fait tout pour ne pas faire escalade. Je vous ai dit qu'il y a, je vous ai dit qu'il y a, effectivement, ça nous a choqués, parce que ce n'est pas de la hauteur de la France d'écouter ce que dit notre frère Mansour Kamaldine, qu'il ne faut pas donner des visas aux Comoriens. Bon, c'est quand même pas, bon, ça nous a choqués, mais je vous dis que le dialogue continue entre les deux gouvernements. Oui, parce que pour Azali, lui, il ne va pas laisser à ce qu'on expulse des Comoriens à Mayotte, puisqu'il considère que... Le dialogue continue entre les deux gouvernements. Là, vous ne pouvez pas en dire plus. Moi, je ne suis pas au gouvernement. Non, mais vous étiez dans la délégation. J'y étais, mais oui, mais bon. Conseiller du étranger. Ah bon? Je ne savais pas que j'étais son... Moi, effectivement, je faisais partie de la délégation, mais je ne savais pas que j'étais son conseiller. Bon, en tout cas... Oui. Toutes ces questions sont sur la table, hein, discutées et des solutions recherchées point par point. Au niveau de la diaspora, on a assisté le 27 octobre à une manifestation devant l'ambassade pour protéger. C'est une bonne chose. La politique du gouvernement. Mais là, une politique dictatoriale. Pour vous, est-ce qu'il y a la dictature au Congo? Absolument pas. Absolument pas. Absolument pas. Franchement. Vous connaissez là où il y a la dictature, vous connaissez, non? C'est au Nicaragua et en Colombie. Vous voyez ce qui arrive au Nicaragua et en Colombie? Vous voyez ce qui arrive là-bas? Est-ce que c'est comme ça m'arrive? Si c'est seulement en termes de violence, si c'est la violence seulement. Pour vous, il y a pas... Non, si c'est la violence seulement. Vous savez ce qui arrive tous les jours au Kenya? Au Kenya, est-ce que vous savez ce qui arrive tous les jours en Afrique du Sud? Il ne faut pas dire n'importe quoi. Là, c'est la politique dictatoriale du oui, bon, ils peuvent continuer. En tout cas, on a demandé, dans le cadre du dialogue intercomorien, on a demandé à ce que l'Organisation des droits de l'homme et des peuples de l'Union africaine, la Commission des droits de l'homme et des peuples de l'Union africaine et d'autres commissions des droits de l'homme, qu'elles aillent aux Comores enquêter. Il n'y a aucun problème. Même y compris dans les prisons, au niveau de la justice, il n'y a aucun problème. Elles peuvent aller. Ils ne peuvent pas manifester. Il y a eu le 26. Mais oui, je sais. Mais je dispersé. Oui, parce que. Une petite réunion. Pas une petite réunion. Quand on fait. Oui. Deux politiques qui sont bien sûr vos amis. Mais quand vous voulez organiser une manifestation. Mais ce n'est pas une manifestation, c'était comme si on faisait un match au lit à Place Badjalali. Ah bon? Là, en parlant de ça... On va faire des machouhoulis pour prononcer des discours et tout ça. Il faut demander une autorisation, c'est tout ce qu'on leur a demandé. Et ils n'ont pas demandé une autorisation. Ils faisaient un douan pour leur beau-frère. Mais on les a... Dispersés. Non, ils n'ont pas été dispersés. Non. Oui, elle est venue. Toute la population s'est unie pour chasser. Je ne sais pas si toute la population s'est unie. Ce n'est pas ce qui s'est passé après. Bon, mais ça, je vous laisse votre propre commentaire. Mais la gendarmerie n'a pas dispersé. C'est pas normal. Moi, je n'ai pas apprécié. Je ne sais pas pourquoi la gendarmerie s'est rendue à Vouvouni pour un doigt. Moi, je ne trouve. Non, je ne. Cet acharnement. Je ne parle pas d'acharnement. Ça, je n'ai pas compris pourquoi la gendarmerie est allée à Vouvouni. Je ne parle pas d'acharnement. Parce que si vous parlez d'acharnement. Qu'il n'y a pas une liberté d'expression. Il y a. Cette liberté accordée à on est premier sur la liberté d'expression pour l'océan Indien. Non, on est 49e sur le plan mondial sur 180 pays. On a perdu 5. Mais vous aimez dénigrer votre pays, hein? C'est incroyable. C'est incroyable. Il n'y a pas de dictature aux Comores. Les gens sont libres. Les gens sont libres, ils vont dans les radios qu'ils veulent, ils vont dans les... C'est de priver Abdallah Agua de son émetteur, sachant que la justice lui a donné raison. Est-ce que ça, c'est pas un signe dictatorial? Ce n'est pas un signe dictatorial, ça s'appelle un abus. Il faut savoir... Il faut savoir... Vous l'avez dit que... Mais ça arrive, Benalla, ce n'était pas un abus. Donc, là, on est en France, là. Il a abusé. J'ai dit que là, cette affaire, c'est un abus. Mais les abus, vous-même, vous en abusez un peu chez vous. Je le sais. Je sais.
Mais un abus n'a rien à voir avec une dictature. Mais pourquoi vous utilisez des termes que vous savez porter atteinte? Non, mais il n'y a pas abus. Il n'y a pas abus. Il y a combien de radios là-bas au Comores qui diffusent tous les jours? Radio Case. Mais Radio Case, c'est un problème administratif. Ils ne veulent pas respecter ce que la CNPA leur édicte. Les autres qui respectent, les radios diffusent. Et je trouve que à Radio Case, c'est là où il y avait Agua. Et Agua, Non, maintenant, ils parlent avec Mitsamihuli FM. Parce que Mitsamihuli FM, c'est conformé. C'est conformé aux règles. C'est tout. Mais vous aimez dénigrer votre propre pays. Non. Je vous encourage à le faire, mais ça n'empêchera pas les Comores d'aller de l'avant. Je vous encourage. C'est aller vers l'avant. Non, aller vers l'avant en disant de mensonges comme quoi il y a la dictature aux Comores. C'est ce que les opposants disent. C'est que les 40 personnes qui étaient à l'ambassade des Comores la disent, oui. Oui. Oui, les 40 personnes qui étaient là disent oui. Il y a c'est un ami d'ailleurs. Oui. Qui dit qu'il est parti jusqu'à La Réunion et n'a pas osé partir là-bas parce qu'on allait l'arrêter. Je veux partir demain, s'il veut, il vient avec moi. Personne ne l'arrêtera, personne. Les gens s'en foutent. Les gens viennent. Moi, j'ai vu les opposants, je les ai vus, j'ai voyagé avec eux très récemment vers Moroni. Personne arrêtez, mais il ne faut pas raconter des histoires. S'il y a un problème contre Abdallah Agua, il faut dire, voilà, il y a un problème contre Abdallah Agua. Mais vous n'allez pas globaliser le problème d'un individu pour faire que c'est comme si c'est une politique qui est menée dans le pays. Ce n'est pas bon, ça ne vous honore pas. Ça, je vous dis, ça ne vous honore pas. Cette façon de faire de la politique ne vous honore pas. Quand vous dites des choses, il faut bien analyser oui, Abdallah Agua, effectivement, la justice lui a rendu sa radio, on ne lui a jamais remis. Oui, là, il y a eu abus. Moi, personnellement, c'est ma position et je l'ai toujours dit. Mais vous avez bien dit abus, et en parlant d'abus, est-ce que vous trouvez normal que l'opposition ne puisse pas s'exprimer sur la seule télévision, la radio nationale de l'État, le RTC? Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que ce n'est pas un abus aussi de pouvoir? Je n'ai pas dit que je trouvais ça normal. Mais c'est ministre de l'information, il faut bien donner la parole. Je n'ai jamais... Est-ce que ça, c'est pas un abus? Attendez, alors là, vous m'amenez à vous raconter une histoire. On est en 1900... Non, attendez. Une question. Oui, attendez. C'est un abus, attendez. Parce que le journal Al-Watan, tout le monde s'exprime. Oui, quand même maintenant, même maintenant, tout le monde s'exprime. Tout le monde s'exprime dans la loi Toine. Non. Donc avant c'était un journal de l'opposition alors. C'est ce que vous êtes en train de dire. Même maintenant. Mais je vais vous dire pour ce qui est en 93, c'est mon premier poste en tant que ministre de l'Information. J'ai reçu les responsables d'Al-Watan et les responsables de l'ORTC. À l'époque, c'est comme ça, oui, ORTC. Pour leur dire que moi, de toute façon, il ne faut jamais venir me rendre compte de quoi que ce soit. Vous faites votre travail. Al-Watan a respecté. Mais le jour, même le lendemain, c'est lui qui était directeur de l'ORTC. Il m'a appelé au téléphone pour me dire, voilà, il y a un opposant qui veut s'exprimer, qu'est-ce que je fais? Si les gens pratiquent l'autocensure, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi? C'est pas mon problème. Pour vous, l'autocensure actuelle, c'est les responsables de l'ORTC et non pas le gouvernement. Eh bien oui, il y a un responsable là. Pourquoi vous dites que c'est le gouvernement? Parce que l'opposition aussi dénonce ça. Mais voilà, mais il y a au niveau de la radio, il y a des responsables. Informelle sur les réseaux sociaux. Je ne conteste pas. L'information, elle doit être plurielle, je ne conteste pas. Donc vous appelez le responsable de l'ORTC à ouvrir les portes aussi? Moi, je ne vois aucun inconvénient personnellement. Oui. Est-ce qu'il y a des questions des internautes? La question qui revient le plus souvent, on va dire, c'est l'affaire Lika. Il demande à ce que vous donniez des explications sur cette affaire-là. C'est une affaire mornée. C'est-à-dire? C'est un projet de 1500 passeports contre 15 millions de dollars pour l'obtention de 2 groupes électrogènes
et le président a envoyé quelqu'un vérifier si ces groupes électrogènes pouvaient effectivement répondre à nos attentes. La personne est revenue pour dire non, donc le projet est fini. Il n'y a rien d'autre. Donc les internautes qui posaient des questions sur l'affaire Lika, l'ancien ministre et secrétaire général du parti LAVI, s'est expliqué sur cette affaire-là. Donc je pense qu'on a été... On a abordé tous les sujets. Tous les sujets et on vous remercie d'avoir répondu avec sincérité et abondance à toutes mes questions, même si l'échange était un peu... Voilà. Mais, c'est comme ça, c'est toujours comme ça, non? Oui. Donc, moi aussi, je vous remercie parce que bon, ça m'a permis de voir le visage de Comorinfo. Parce que nous, on cherche toujours à donner on n'est pas dans le... On cherche toujours un petit-fils là qui est là, alors qu'il est en train tous les jours de me nommer à des postes, ça me demandait mon avis. Vous étiez directeur de cabinet de la Défense, conseiller... Mais il y a des décrets pour ça, vous n'avez pas vu le décret, comment vous pouvez le dire? Des voyages officiels, comme celui où vous avez rencontré le ministre des Affaires étrangères au Quai d'Orsay, vous étiez à New York, et beaucoup se sont posé des questions. Mais qu'est-ce qu'il fait là? J'ai accompagné avec l'argent du contribuable. Et moi, je suis quoi? Je ne suis pas contribuable? Pourquoi on n'est pas... Est-ce que le président ne peut pas se faire conseiller par quelqu'un qui n'a pas de fonction, s'il estime que cette personne... Alors. Et vous êtes rémunéré pour ça? Juste une question indiscrète. Non, je ne suis pas rémunéré. Ok, parce que la question aussi... Je ne suis pas rémunéré. Sociaux, donc ça permet aussi... Vous pouvez aller au Trésor pour voir si je suis rémunéré. Donc je pense qu'on va conclure l'émission, mais juste une dernière question. Candidat ou pas candidat? Je vous ai dit, c'est une question dont l'individu que je suis. Excusez-moi, bien sûr, je suis libre de dire que je le suis ou pas, mais comme j'appartiens à un groupement politique qui s'appelle RADI, comme j'appartiens à la mouvance présidentielle, on va en discuter de ceux qui seront candidats ou pas. Bon, j'espère que le dialogue va reprendre très vite et qu'on arrêtera un calendrier consensuel pour les élections, et comme ça, à partir de là... Vous avez une date, à peu près, une période pour les élections? Oui, le président a dit le premier semestre 2019. Ben, il a dit oui, mais je ne sais pas s'il va confirmer. Vous allez le soutenir ou vous allez être... Mais on verra. De toute façon, vous êtes vraiment très pressé. Ok, on vous remercie, M. Mohamed Saïdié. On remercie les internautes qui ont suivi cette émission. Et on se revoit plus tard avec d'autres acteurs politiques, que ce soit de l'opposition ou de la mouvance présidentielle. Au revoir.